Merci beaucoup, Jacques, de m'inviter. J'ai vraiment un son bizarre, hein, de m'inviter. Je vais peut-être mettre le micro le moins fort possible et projeter le plus possible la voix. Est-ce que, au fond, vous avez une couleur de ce que je suis en train de dire ou seulement le reflet? Oui, vous m'entendez? Ouais, bon. Non, mais je vais lever la tête pour bien porter la voix. Eh bien, merci beaucoup, Jacques, de m'inviter à l'EMA. Finalement, je ne suis pas si dépaysé que ça en me trouvant devant vous, car j'enseigne dans une école d'art. Et en principe, le jeudi, à cette heure-ci, je suis moi-même en amphi, donc voilà, tout est absolument normal, finalement. Donc pour moi, c'est juste l'espace qui change et pas le temps et le public. Donc j'enseigne depuis 6 ans à l'École supérieure des Beaux-Arts du Mans, où avec le directeur, nous avons monté la section design sonore, qui est la première formation de ce genre en France, sur le territoire national et en Europe. C'est un master avec un concours d'entrée pour les étudiants qui ont un bac plus 3 ou une licence, enfin l'équivalent, ou alors un diplôme de composition en école de musique ou d'électroacoustique. Et on forme donc les étudiants à réfléchir sur les problématiques de design sonore, que ce soit pour le design d'espace de la cité, la signalétique, que ce soit pour le design tout simplement industriel, design d'objets, mais aussi tout ce qui touche aux installations, aux relations que l'art a pu nouer ces dernières années, ces dernières décennies avec le son. Et donc voilà, c'est en tout cas passionnant de pouvoir monter ça dans le contexte d'une école d'art. Et on va mener au diplôme la 2e promotion cette année. Donc voilà, le concours est ouvert, il va se dérouler, je crois, j'ai pas les dates exactement, je crois aux alentours du mois de mai, de 20 mai, je crois, le concours d'entrée. Donc si vous êtes intéressé par cette formation, je n'ai pas de plaquette papier avec moi, mais vous pouvez, de toute façon il n'y en a pas, il n'existe pas pour l'instant. Enfin, s'il existe un livret de l'étudiant, voilà, mais c'est pas la peine que vous ayez le descriptif de tous les cours de l'école d'art. Vous pouvez assez facilement vous rendre sur le site de l'ESBATALM et prendre tous les renseignements concernant cette section design son. Il y a tous les cours, il y a tous les emplois du temps, enfin voilà, les enjeux de la formation. On devrait ouvrir d'ailleurs vers un 3e cycle et vers un doctorat à partir de la rentrée prochaine. Là aussi, il y aura un appel à candidature qui va être lancé pour des étudiants qui souhaitent intégrer voilà, la notion de 3e cycle et doctorat, qui n'est pas si facile à mettre en place au sein d'une école d'art. Mais ouais. On s'appuie sur le laboratoire. Alors en fait, au Mans, on a une configuration géographique un peu particulière, puisqu'on a le laboratoire d'acoustique universitaire du Maine, qui se trouve situé sur le campus, et qui est un laboratoire lui aussi assez unique. On touche quand même tous à de l'ingénierie sonore haut niveau, avec des chercheurs qui vont travailler sur le son que vont faire un avion avec le frottement de l'air sur l'aile à telle vitesse, bref. Donc on est sur des choses quand même assez pointues. Et puis on va s'appuyer sur un autre laboratoire qui s'appelle l'ESO Nantes, qui est un laboratoire société et art, et qui devrait pouvoir nous accueillir et pour permettre justement de délivrer des diplômes à terme au grade de docteur. Voilà, c'est une formation en 3 ans. Donc moi j'enseigne le son là-bas, j'enseigne la radio, parce que pendant 10 ans j'ai dirigé l'atelier de création radiophonique à France Culture, qui est une espèce de laboratoire de création radiophonique permanent. On invitait des artistes à confronter finalement leur pratique artistique à l'écriture radiophonique. Et j'ai atterri donc à l'école d'art où j'y enseigne la musique contemporaine. Enfin, on pourrait dire ça comme ça, mais les étudiants me diraient c'est pas vrai. La musique contemporaine, le son et l'image, et puis des questions autour de son et production plastique, installation, objets sonores divers et variés. J'ai écrit, il a été publié il y a 2 ans, un livre assez important, puisque c'est le résultat de ma thèse, en fait, au départ. C'était une thèse que j'ai faite en musicologie sur l'émergence des procédés de fabrication sonore pour le cinéma. En fait, je vous racontais un peu la genèse de ce livre. À l'université, quand on est en musicologie, on nous apprend en 1948, Pierre Schaeffer invente la musique concrète. Voilà. Et on nous apprend que ça s'est passé d'une manière un peu comme printemps 48, Pierre Schaeffer a l'idée de faire une espèce de travail sur les bruits. Il voudrait augmenter le travail du décor sonore à la radio pour les dramatiques. Et il va découvrir par hasard la musique concrète, finalement, à partir du moment où il enregistre. Il rate le début de l'enregistrement d'une clarinette, donc il n'a pas l'attaque, il n'a que la résonance. Et puis il se dit, mais c'est bizarre, en le réécoutant, il se dit, mais c'est pas une clarinette, c'est un hautbois. Et il commence à réfléchir à la notion de musique acousmatique, le fait de pouvoir enregistrer des sons et de les changer de contexte par l'usage de la technologie, et de finalement toucher à une autre forme de perception de ces éléments sonores, ce qui va donner naissance
à la musique concrète avec l'étude au chemin de fer, qui est la première des études de bruit. Peut-être l'avez-vous dans l'oreille, cette étude de bruit, non? Vous l'avez tous déjà entendu? Parce que c'est un jalon quand même intéressant, je vais partir de là. Donc je peux peut-être vous mettre un tout petit bout de là. Le couplet le couplet ou le refrain, ouais. Alors, je crois que c'est en allemand, voilà. La musique concrète est née en 1948, c'était l'idée de faire de la musique à partir de sons réels. En l'occurrence, Pierre Schaeffer était allé à la gare des Batignolles à Paris pour enregistrer quelques sons. Et puis ensuite, ces sons sont agencés, ils sont montés ensemble. À l'époque, on est sur tourne-disque, donc c'est une forme de DJing un peu primitif, où le technicien saute de disque en disque, passer de tel son à tel son. Vous remarquez qu'il y a des sons qui sont bouclés, il y a des sons sur des disques dont le sillon a été refermé sur lui-même, ce qu'on appelle banalement des disques rayés, qui tournent et qui créent cette musique uniquement à partir de sons. Donc il y a des formes rythmiques évidentes, avec des A, B, A, retour, répétition, répétition d'un motif, déclinaison de ce motif, et uniquement sur le thème du chemin de fer. Voilà, je vous invite donc à prolonger cette écoute si vous voulez. Bon, on la trouve facilement sur Internet, cette étude de bruit. C'est ce qui va sceller la naissance de la musique concrète. Et comme je vous disais, à l'université, on nous apprend avant ça le néant. La musique concrète est apparue un peu comme une génération spontanée dans l'histoire de la musique. C'est un peu comme ça qu'on nous le raconte. Tout simplement parce que cette préhistoire, ou plutôt ce qui a mené à la naissance des musiques électroacoustiques, j'ai envie de les appeler plus largement de cette manière-là, c'est une histoire qui n'est pas sans lien avec le cinéma. Et ce qui est intéressant, c'est de partir de cette étude de bruit, qui était une pièce pour la radio. Vous savez, la radio est un média infirme, comme ça aimait Schaeffer à le rappeler, radio aveugle, sans image. Et quelque part, on peut faire un rapprochement avec le cinéma muet, un autre art infirme, du moins qualifié avec un handicap. Et quelque part, vous savez forcément que le premier film des Frères Lumière est l'arrivée du train en gare de la Ciotat. Et c'est drôle de voir que finalement, ces deux arts technologiques que sont le cinéma d'un côté et la radio d'autre part, vont avoir pour source d'inspiration commune le train, le chemin de fer, cette mécanique ferroviaire poétique qui va être à l'origine, si on peut dire, des deux premières œuvres, des deux premières pièces qui vont faire naître ces arts technologiques, donc cinéma et radiophonie. Et s'il y en a un qui est muet et l'autre qui est aveugle, ces deux pièces semblent en tout cas se renvoyer l'une vers l'autre d'une manière souterraine, avec 50 ans d'écart, puisqu'il y en a une qui est créée en 1895 et l'autre qui est créée en 1948. Mais en tout cas, ces pièces, je trouve, se relient l'une à l'autre. Et je trouvais que quelque part... donc moi, quand j'avais besoin d'un sujet pour faire cette thèse de musicologie, on a besoin de travailler sur un sujet qui est vierge, un sujet qui est neuf, inédit, qui n'a jamais encore été approché. Et par ailleurs, j'ai encore une petite activité de compositeur pour l'image. Et j'avais justement, à l'occasion d'un film, travaillé sur des sons réels qui avaient été transformés. Et je m'étais dit, pourquoi pas se pencher sur cette question-là, à savoir le rapport du cinéma avec la musique concrète ou électroacoustique. Quelle est cette histoire? Et donc je m'étais dit d'emblée, de toute façon, c'est pas la peine de chercher avant 1948, il n'y a rien. Puisqu'il n'y a pas de musique concrète, il n'y a pas de musique électroacoustique, c'est pas la peine de chercher dans ce terrain-là. Et puis, au fil de mes pérégrinations et de mes recherches, j'ai commencé à trouver quelques films où il y avait des choses intéressantes au niveau de la manipulation sonore avant 1948. Je pense au film Le Tempestaire de Jean Epstein, qui date de 1946, avec un travail de manipulation sur les ondes Martonneau, qui sont ralenties, accélérées, sur piste optique cinématographique. Et là, je me dis, waouh, intéressant. Et derrière cet arbre-là, je découvre une forêt touffue, primitive, dans laquelle personne n'avait encore été vraiment cherché. Et je me suis dit, mais c'est un sujet absolument en or, non seulement qui va me passionner,
un sujet en or qui va me permettre d'explorer les origines, ou plutôt une forme d'archéologie des musiques électroacoustiques au cinéma, première forme de manipulation sonore. Et là, voilà, a commencé donc un travail de recherche où je me suis dit, bon, je me suis aperçu aussi que ça concernait toutes les formes cinématographiques. Ça ne concerne pas simplement le cinéma de fiction, mais le cinéma documentaire, le cinéma d'animation et évidemment le cinéma expérimental. Donc là, j'ai embrassé un champ quand même colossal, et en me disant, il va s'agir donc de retracer un peu, démêler cette pelote de fils emmêlés, et d'essayer de comprendre comment tout ça a pu se passer. Surtout que je me suis rendu compte que ça commençait pas simplement avec l'histoire aussi du cinéma sonore. C'est-à-dire que quand on se plonge dans les premiers films de Rouben Mamoulian dans les années 30, je pense à City Streets, Les Carrefours de la Ville, ou encore Love Me Tonight, dont on va parler un peu tout à l'heure, où là aussi il y a un traitement acoustique absolument fou en 1930, donc dès la naissance du cinéma sonore, je me suis rendu compte que ça remontait encore à avant. C'est-à-dire qu'à la période du muet, là aussi, il y avait déjà, alors que le cinéma était muet, était censé être sans le son, il y avait encore dans les procédés de sonorisation, dans les salles de cinéma, des procédés qu'on peut relier à cette histoire des musiques électroacoustiques primitives. Donc, c'est un peu de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Je vais évidemment choisir un angle, parce que j'ai choisi à la fois tous les cinémas, tous les genres cinématographiques, et puis aussi un siècle de cinéma, puisque je pars grosso modo vers 1910, et ça se termine vers le déconstructivisme, plutôt qui a lieu en Allemagne à la fin des années 90. Donc ça recouvre grosso modo un siècle d'invention sonore au cinéma, cette histoire-là. Donc c'est un gros pavé. Ça fait 500 pages, ça peut servir éventuellement à caler une armoire normande qui a un problème de pied. Et donc je vais vous parler de ce bouquin-là. Plus que du bouquin, je vais surtout vous parler du cheminement que j'ai pu, et la richesse des films et des idées que j'ai pu croiser à travers ce livre-là. Alors le titre, pour commencer, Les Cloches d'Atlantis, d'où ça vient cette histoire-là? J'étais dans le train en revenant de l'école des Beaux-Arts du Mans, puis j'avais un titre de thèse, vous savez, qui est absolument étouffe chrétien, et qui s'appelait genre musique électroacoustique et cinéma, une histoire transversale, nanana, bref. Le bon titre de thèse à coucher dehors, et donc je me dis, il me faut absolument, puisque je vais le sortir en livre, il faut un vrai titre de livre. Et puis j'étais avec Christophe Domino, qui était un critique cinéma, prof de culture générale à l'école des Beaux-Arts du Mans, puis il me dit pourquoi tu ne prends pas un titre de film, un film important éventuellement dans ce corpus de films que tu as étudié. Et puis immédiatement, dès qu'il me dit ça, je dis génial, Bells of Atlantis, les cloches d'Atlantis. Les cloches d'Atlantis, c'est un film déjà pour commencer qui date de 1950. Et qui... alors pourquoi ça ne marche pas? 51, réalisé par Yann Hugo, un cinéaste expérimental, avec sa femme, qui s'appelle Anaïs Nin, qui est une poétesse américaine, et qui va travailler à partir d'un de ses ouvrages, un de ses recueils de poésie, qui s'appelle The House of Incest, la maison de l'inceste. Et Yann Hugo va faire donc ce film. Et il va pour ça approcher un couple de compositeurs qui habitent à New York, qui s'appellent les époux Barons. Les époux Barons sont les premiers à avoir créé à New York le premier studio de musique électronique privé. Alors eux, ce sont des étudiants d'un prof allemand qui s'appelle Norbert Wiener, qui est un prof de cybernétique, et qui notamment fait de la dissection de cerveaux d'insectes, et la manière qu'il a d'étudier la façon dont les cerveaux sont connectés à l'intérieur va l'inspirer pour agréger entre eux des composants électroniques. Alors on est dans cette grande période du cybernétisme, la naissance de l'informatique, de l'ordinateur, de l'intelligence artificielle. Et on va croire pendant un temps que la musique électronique, les sons produits par des composants électroniques vont pouvoir être le langage avec lequel les machines vont pouvoir communiquer. Donc ils ont assemblé dans leur maison de New York tout un fatras de composants, d'éléments qui produisent du son, et ils vont créer les premières musiques électroniques. Et en 1950, donc Yann Hugo se rapproche d'eux, les a entendus à New York à cette époque-là. Voilà, les gens qui sont dans l'avant-garde se connaissent tous. Et les Hugo ont atterri un jour dans la maison des Barons, qui ont vu cet attirail électronique qui produit des sons absolument incroyables, qu'ils n'ont jamais entendus. Et Yann Hugo se dit, c'est fabuleux, je veux ces sons-là pour mon film. Donc dans ce film, je vais vous montrer... alors le début est de très 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 mauvaise qualité. Il y a une
les copies sont relativement difficiles à trouver, donc on doit se contenter de ça. C'est plus sur une archive que je vous montre qu'une projection de film dans des bonnes conditions. Mais ça permet tout de même d'avoir une idée à la fois de la sonorité des April Barons et en même temps de... Alors, on dit le début, le générique est de très mauvaise qualité au niveau de l'image. Vous avez prévenu, hein. Ça va aller mieux. Et quelque part, c'est touchant parce qu'il y a encore peu de temps, on ne pouvait absolument pas voir ces films. C'était totalement impossible, complètement invisible. Et voilà, c'est parti. Et on va entendre la voix de Anais Nin qui récite ce poème, Bells of Atlantis, les cloches d'Atlantis. My first vision of earth was water-veiled. I am of the race of men and women who see all things through a curtain of sea. I remember my first birth in water. I sway and float, stand on gunless toes, listening for distant sounds. Voilà, listening for distant sounds. Beyond the reach of human ears. Écoutez encore. Seeing things beyond the reach of human eyes. Born full of memories of the bells of Atlantis, always listening for lost sounds and searching for lost colors. Voilà. Je m'arrête là parce que ce qu'elle vient de dire précisément, c'est de ça dont il s'agit. La cité d'Atlantis engloutie, dont elle parle, les cloches des monuments de cette cité qui sont sous l'océan, cité mythique, et qui semblent parvenir encore jusqu'à nous, filtrées par l'eau, par la profondeur, stretchées, presque étirées par le temps également qui les sépare depuis le moment où cette cité aurait été engloutie et aujourd'hui. Et finalement, la musique des Barons, c'est une métaphore de ces sons provenant de cette cité mythique perdue. Listening for distant sound, sound beyond the reach of human ears, see things beyond the reach of human eyes, nous dit Anais Nin. Et justement, je me suis dit, c'est parfait de prendre ce titre-là de film comme titre pour le bouquin, parce que justement, je vais raconter une histoire qui est engloutie dans la mémoire du temps, une histoire de ces procédés, ces films, pour certains oubliés, pour certains perdus, et que je me suis évertué à rassembler autour de cette histoire. Donc, Bells of Atlantis, c'était plus que la référence à ce film, qui est le premier film de l'histoire du cinéma à comporter une musique intégralement électronique. C'est aussi un film qui, métaphoriquement, renvoie justement vers la mémoire et vers l'histoire des sons perdus et des images perdues. Donc, c'était absolument parfait. Donc, sans vergogne, j'ai tout de suite, il n'y a pas eu d'hésitation pour retrouver ce film. Alors, vous les connaissez, les Barons, parce que les Barons, ils ont fait la musique d'un film bien plus connu, en 1956, musique d'un film de Fred MacLeod Wilcox, qui a été produit par Dore Schary et la MGM. C'est le film, ça s'appelait Planète Interdite, Forbidden Planet, et avec Robbie le robot, cette figure absolument mythique du robot, figure pop par excellence. Ce robot qui va donner... Voilà, le robot lui aussi, il fonctionne avec tout un tas de miroitements, petits sons électroniques. Je vous dis, c'est ce que je disais tout à l'heure, les sons électroniques et la musique électronique va porter l'espoir d'un langage entre les machines, et ce qui va donner notamment au cinéma bon nombre de tout le bonheur qu'on a de tous ces robots qui parlent avec ces sons tous plus incroyables, inouïs les uns que les autres. Il y a encore quelques jours, était rediffusé sur M6
Star Wars, et le travail assez considérable de Ben Burt au design sonore, et avec ce son de R2D2 qui, je pense, voilà, illustre parfaitement cette idée du robot qui parle un langage spécifique, qui est celui du langage de l'intelligence artificielle. Donc les Barons, ils vont être connus, ils vont avoir leur heure de gloire pour ça. Ils n'auront même pas le droit de signer le générique en tant que compositeur, parce qu'ils ne font pas partie du syndicat des compositeurs de musique de film à l'époque à Hollywood. Donc ils sont crédités au générique en tant que Electronic Tonalities, Louis et Bebe Barons. Et puis ils vont faire quelques autres films comme ça pour Yann Hugo ou pour d'autres cinéastes expérimentaux, mais voilà, ils vont faire en tout une petite dizaine de musiques de films uniquement à partir de son électronique. Donc voilà la genèse, si je puis dire, de cette histoire, de ce titre, de ce livre. Et donc, voilà, vous allez dire, c'est une bien longue introduction, alors que je n'ai pas encore commencé mon propos, mais ça permet quand même de camper le territoire et le contexte. Donc ce contexte, en fait, il vient d'où? Il vient du fait que le cinéma, je le disais tout à l'heure, est un art technologique, c'est un art des images mécanisées, c'est un art aussi qui fonctionne au croisement avec la magie et l'illusion, puisque finalement nos sens sont abusés par le mécanisme même du cinéma, ce défilement des 24 images par seconde qui donne, avec le phénomène de persistance rétinienne, l'illusion du mouvement, alors qu'en réalité nous n'avons qu'une succession d'images photographiques. À cette question de l'image mécanisée, appelée évidemment la question d'un son mécanisé. Et voilà, je ne vous cache pas non plus, enfin, vous savez que ce contexte de fin du 19e siècle, début du 20e siècle, ce contexte de révolution industrielle qui va considérablement bouleverser les modes de vie et même le rapport à la nature, le rapport à l'homme, le rapport à la machine, le rapport au divin également. Les choses vont être complètement bousculées en ce début de XXe siècle. Et cette question du modernisme à travers le progrès technologique, évidemment que le cinéma en est l'un des lieux où les recherches sont effrénées dans ce domaine-là. Et immédiatement, le premier son cinématographique, ce bruit du projecteur, qui est en fait la résultante de cette petite croix de Malte qui vient 24 fois par seconde crocheter l'image et la dent de la pellicule pour la faire avancer. Et c'est cette petite croix de Malte, ce battement de cœur primitif, on pourrait dire, mécanique, d'origine mécanique, qui est le premier son, on pourrait dire, cinématographique. Et la première projection des Frères Lumière, à Lyon, au mois de décembre 1895, baigne dans ce son mécanique, ce son que la musique va chercher par la suite à masquer pour se faire oublier, cette espèce de ronronnement, cette tachycardie, on pourrait dire, si on continue à pousser la métaphore anthropocentrique du cinéma, par le cinéma muet, donc pourquoi pas, cette tachycardie congénitale, 24 battements par seconde, bon, c'est quand même assez grave pour un nouveau-né, ce cri primal, on pourrait dire, mécanique, le cinéma en est voilà, c'est comme ça que ça se déroulait. Alors, il n'y avait même pas de musique pendant cette première séquence cinématographique des Frères Lumière, il n'y avait que ce bruit mécanique du projecteur. Et alors, il va y avoir tout un tas de procédés pour le début du cinéma. Bon, le cinéma muet, en fait, n'a véritablement jamais existé. Muet dans le sens où silencieux. Les projections cinématographiques dans le silence total, il n'y a qu'à la Cinémathèque aujourd'hui où on peut les entendre. Ça n'a pour ainsi dire jamais existé de 1895 à 1927 avec l'arrivée du cinéma sonore. Il y a toujours eu du bruit, il y a toujours eu quelque chose dans les salles de cinéma. Que ce soit un pianiste, un improvisateur ou un orgue de cinéma, que ce soit un bruiteur bonimenteur qui venait avec ses valises de bruitage pour sonoriser les films, ou que ce soit un petit peu plus tard, les premiers instruments mécaniques qui vont venir aussi, qui vont commencer à naître à la fin des années 10. Et cette question de la mécanisation, elle est cruciale. Pourquoi ? Parce que derrière, il y a toute la question de la synchronisation. Et si on veut que le son et l'image soient synchrones, et on tend de plus en plus vers un synchronisme de plus en plus précis, on cherche à relier le son et l'image d'une manière plus précise, la mécanisation devient pour le coup inévitable. Mécanisation sur support, du support. Alors au départ, on va essayer de synchroniser les disques aussi avec un projecteur. On en a un bel exemple là, sur la page de garde du site des Cloches d'Atlantis, qui se trouve être... Où est-ce qu'elle est Ah, pourquoi je ne l'ai pas C'est bizarre, c'était l'affiche. Au propos du livre, peut-être c'est là qu'il faut que ça aille. Non, je ne sais plus où il est, c'est quelque part sur le site.
parce qu'on a reconfiguré il n'y a pas longtemps, et du coup l'image a sauté. Bon, bah c'est pas grave. Mais le phonochromatoscope était un modèle à double pavillon, un patéphone, un gramophone avec des disques, avec 2 plateaux également, pour qu'on puisse passer d'un disque à l'autre sans qu'il y ait de coupure, relié à un projecteur, et qui tentait de synchroniser donc des disques avec les films. Et cette question de la mécanisation, de vouloir synchroniser, de vouloir mécaniser ce rapport entre l'image et son, va être à l'origine, en tout cas aussi, d'une nouvelle forme de conception de la bande sonore. Alors je vais vous parler un peu de ça pour commencer, et vous montrer finalement dans cette conférence le chemin qui peut relier l'origine bruitiste du cinéma avec les premières expériences de Pierre Schaeffer et de la musique concrète. Voilà, c'est le propos que je vais avoir devant vous. Et donc, cette question du bruit, cette origine du bruit, elle est importante. Elle est importante parce que le bruitisme va se développer à partir de 1913. Vous connaissez forcément en histoire de l'art le courant futuriste qui va apparaître voilà, avec ce manifeste. Le 11 mars 1913, c'est la naissance de l'art des bruits de Russolo. Il y a un siècle, un peu plus d'un siècle. On a fêté cette année le centenaire de l'art des bruits. Et l'idée de Russolo est d'introduire dans la musique, au sein du courant futuriste, des bruits, voilà, qui sont l'essence même du modernisme. Alors, c'est Marinetti qui est le chantre de ce courant artistique futuriste et qui va publier en une du Figaro le bruit d'une voiture est bien plus beau que la victoire de Samothrace. C'est comme ça qu'il débute le manifeste du futurisme, par cette déclaration provocatrice, et qu'il s'agit d'encenser le pilote. Alors les futuristes sont des gens qui sont tournés vers la technologie, vers le modernisme, mais ils sont également antiféministes, et ils sont également pro-militaristes, parce que la guerre est la seule hygiène du monde, selon eux, et les bruits de cette guerre, les mitraillettes, qu'on entend parfaitement, notamment dans les poèmes, les Paroles en liberté de Marinetti, je pense à la bataille d'Adrianapolis, avec des ta-ta-ta-ta-ta, boum, boum à l'intérieur du texte, des onomatopées, des sons bruits, des moments où la poésie devient elle-même du bruit. Ces éléments-là vont créer le contexte de ce mouvement futuriste. Alors il y aura des peintres futuristes, il y aura du théâtre futuriste, il y aura du cinématographe futuriste, et il y aura de la musique futuriste, représentée notamment par, alors pas simplement par Russolo, par un autre compositeur qui s'appelle Pratella, dont je ne vais pas vous parler, si ce n'est que Pratella est le compositeur par excellence. Marinetti allait le chercher au Conservatoire de Milan, il voulait le meilleur de la classe de composition, et puis il lui a offert 1 an de salaire pour créer la nouvelle musique futuriste. Alors Pratella va se mettre au travail, sauf qu'il n'est pas très très doué dans ce domaine-là, c'est plutôt un compositeur d'influence romantique, post-romantique, qui va vouloir fusionner le contrepoint et l'harmonie, et la mélodie, pour créer la musique futuriste, la nouvelle musique futuriste. Sauf que quand on écoute ces symphonies, notamment l'hymne à la vie, c'est quand même pas très très convaincant, cette histoire-là. Et Russolo, peintre proche de Marinetti, se trouve donc dans la salle, au théâtre Costanzi à Milan, où est joué l'hymne à la vie, la 3e symphonie de Pratella. Et puis je pense qu'il va beaucoup s'embêter. Et puis surtout, il va avoir une idée, soi-disant, il va lui écrire le lendemain une lettre manifeste qui s'appelle L'Art des bruits. Voilà. Et il va lui dire, cher monsieur Pratella, l'écoute de votre musique m'a absolument bouleversé. Et j'ai eu une intuition, s'il y avait la possibilité d'introduire les bruits à l'intérieur de vos partitions, on toucherait là peut-être à la vraie musique futuriste. Et Russolo va se lancer dans la fabrication d'instruments bruiteurs. Il va au total en fabriquer 23, je ne sais pas si on voit le 23, qui sont des boîtes. Alors il y en a qui fonctionnent à l'électricité, avec un faible courant électrique, il y en a d'autres qui sont purement mécaniques, avec des manivelles, et qui actionnent voilà, des choses. Donc là, il est avec Ugo Piatti dans la salle où ont été fabriqués les premiers bruiteurs, enfin les bruiteurs. Et donc voilà. Et Russolo va avoir une petite histoire avec le cinéma, parce qu'il va venir en France, c'est même Edgar Varèse qui va le présenter 2 fois, il va venir en 1923 une première fois, il va revenir en 1928. Edgar Varèse va présenter lui-même ses Intonamori en lui disant, voilà, quand même un truc nouveau dans le domaine du son. Varèse lui-même cherche un nouveau son pour quelqu'un de passionné du timbre, donc il fait venir Russolo, et Russolo va, en 1928, lors de son 2e séjour, il va rester à Paris. Et il va rester à Paris avec un instrument qu'il fabrique lui-même, qui s'appelle le Rumor Harmonium. Voilà, je crois que j'ai été mal tapé. Le Rumor Harmonium. Alors, je ne l'ai pas là, on va chercher là.
Voilà. Donc là, l'image de Russolo avec ce roman harmonium qui est un orgue à bruit qui va regrouper tous les instruments bruiteurs en un seul. Et cet orgue à bruit va être déposé notamment au Studio 28, qui est un cinéma d'avant-garde qui a été créé en 1928 à Paris, rue Tolosé, dans le 18e, en dessous de Montmartre, et où passe toute l'avant-garde cinématographique européenne. Que ce soit René Clair, Dimitri Kirsanov, que ce soit aussi des gens comme Buñuel, que ce soit des gens comme Joris Ivens, comme Eugène Deslave. Russolo va sonoriser quelques-uns des films qui sont montrés dans ce cinéma. Il va sonoriser notamment La chute de la maison Usher de Epstein, d'après le roman d'Edgar Allan Poe. Il va sonoriser les premiers films scientifiques de la cinématographie scientifique, les premiers documentaires animaliers de Jean Painlevé, en direct, comme ça, dans la salle de cinéma. Il va aussi sonoriser tous les films de Deslave, notamment La marche des machines, ou encore Nuit électrique. Donc vous voyez toute une thématique quand même très tournée vers le modernisme et vers cette nouvelle ville électrique, ville électrifiée. Je vous renvoie à cette fresque de Raoul Dufy qui se trouve au musée d'art moderne, s'appelle La Fée électricité, qui recouvre cette énorme fresque dans la salle du premier étage et qui finalement est à la gloire de ces nouvelles technologies, la naissance de la radio, la naissance du cinéma, tout y est présent dans cette fresque. Donc Russolo, au niveau du bruitisme, il est présent aussi là, dans cette période-là. Et d'ailleurs, il y a même un documentaire qui est prévu d'être fait par des Américains qui s'intéressent à sa machine, sauf que ça se fait tardivement, vers 1928, le cinéma sonore arrive et puis finalement le documentaire ne va pas se faire. Et la fin de Russolo et de l'aventure bruitiste cinématographique va se terminer d'une façon un peu brutale, le 3 décembre 1930, lorsque un commando de la Ligue patriote, ce sont des gens plutôt d'extrême droite et plutôt très cléricaux, comme on en voit ces derniers temps d'ailleurs sur le pavé parisien et ailleurs, qui vont défendre le bon goût et qui vont s'insurger contre le film de Louis Buñuel, L'Âge d'or, qui est montré dans ce Studio 28, et qui vont débarquer, et qui vont tacher l'écran avec de l'encre, qui vont casser les fauteuils, et qui vont surtout détruire le roman harmonium de Russolo, dont on n'a plus trace aujourd'hui. Enfin, il y en avait 3 exemplaires, mais bon, je ne vais pas vous raconter l'histoire des romans harmonium, mais on n'a plus de trace aujourd'hui. On n'a plus que quelques plans seulement, mais c'est ce qui va signer la fin de l'aventure de la musique de film pour ce bruitiste musical qu'est Luigi Russolo. Alors, on va remonter un petit peu, donc voilà, ce contexte, voilà, des bruitistes jusqu'à début des années 20, explique en partie aussi l'importance de l'utilisation des bruits également au cinéma, parce que le bruit, c'est l'un des 3 paramètres. On a musique, voix et bruit, voilà. C'est les 3 paramètres du son au cinéma, et le paramètre bruit va beaucoup intriguer, parce que c'est le symbole même de cette modernité qui caractérise le début du XXe siècle. Mais la machine va avoir d'autres influences comme ça sur la musique. La machine, évidemment, c'est quoi ? La machine, c'est la machine à vapeur qui va libérer l'homme du joug du travail, qui va être encensé par les Russes dans le collectivisme russe, toute l'époque des années 20, après la révolution russe de 1917, va glorifier cette machine, le stakhanovisme, le fait de pouvoir toujours dépasser les plans quinquennaux, de vouloir faire toujours plus haut, plus fort. Et la machine en est quelque part, c'est grâce à la machine que tout ça est possible. Et la machine, il y a quelque chose qui est intéressant à travers elle, c'est cette question du mouvement perpétuel qu'elle implique. Mouvement perpétuel, répétition, et je vais vous en donner un exemple de cette question de répétition. Enfin, on va en voir plusieurs exemples, avec notamment les films de ballet mécanique de Fernand Léger et Dudley Murphy, ou encore le film Entr'acte de René Clair, qui constitue l'entracte cinématographique du spectacle de Picabia Relâche, à Paris, au Théâtre des Champs-Élysées. Donc cette question de la machine, elle va être centrale, je vais y revenir dans un instant. Mais il y a une autre pratique aussi du temps du muet qui est assez étonnante et qui nous renvoie forcément vers les musiques électroacoustiques, c'est la question de la façon dont qu'on a de sonoriser la musique de cinéma. Vous savez, on prend un pianiste improvisateur, on le met dans la salle de cinéma et il va improviser, ça c'est la toute première musique de cinéma. Et ces pianistes improvisateurs, je vais par exemple vous en faire entendre un extrait. Ah non, il est là, pardon. Voilà, ça va être là-dedans. Voilà. Si on écoute ça, par exemple. Hop, 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 hop.
Ce que fait le pianiste, c'est qu'il va piocher dans les différents répertoires classiques pour convenir, pour habiller une scène de cinéma. Bon, la marche turque de Mozart, dans différentes tonalités. On repasse par le boléro de Ravel. On revient vers la marche turque de Mozart. Et un petit ragtime, on en parlait tout à l'heure. Voilà, la Porélise de Beethoven. Toccata et fugue en ré mineur, Jean-Sébastien Bach. Alors voilà, ce que fait le pianiste, en allant piocher comme ça dans les différents répertoires classiques, pour habiller, j'ai envie de dire, une scène de cinéma, peut être relié à une pratique de la composition musicale contemporaine tout à fait banale aujourd'hui, qui est laquelle, voilà, je vous laisse, quelle est cette technique de composition qu'on voit là, à l'œuvre. Comment Exactement, tout à fait ça. Effectivement, on est déjà dans une période de sampling, d'échantillonnage. Alors, on n'a pas numérisé, si on peut dire, les éléments, mais il y a quand même l'idée de s'approprier une musique. Ces musiques sont pour la plupart inconnues du grand public, hein, parce que c'est de la musique de salon, c'est de la musique bourgeoise, et donc les gens qui se rendent dans les séances de cinéma ne connaissent pas ces musiques-là. Et donc les assemblées posent absolument aucun problème de cohérence pour eux, mais sauf que pour le pianiste, il y a quand même l'idée d'aller prélever des choses dans des répertoires, des époques, dans des genres, dans des styles très différents, et de les mettre ensemble et de les détourner. La question de l'échantillonnage, du sampling, va forcément avec la notion de décollage, de détournement. Au cinéma, ça se transpose, ça se manifeste parce que l'école russe a théorisé sous l'effet Kouletchov, qui est le fait de mettre, vous connaissez l'effet Kouletchov, de mettre deux images l'une à côté de l'autre, chacun avec leur porteur de ce qu'il y a dessus, et quand on les met ensemble, on change le sens. C'est-à-dire, en fait, c'est le troisième effet de sens que produit le choc du montage. Je vous donne un exemple très concret, je parlais de l'âge d'or tout à l'heure de Buñuel. Dans l'âge d'or, à un moment donné, alors je vais parler surtout de l'image, mais surtout du son. Il y a une scène qui se déroule au bord de la mer, sur une plage, où il y a des groupes comme ça de gens. Et puis, dans la bande-son, on entend le prélude de Tristan de Wagner. Tout le film de l'âge d'or, en fait, est architecturé et structuré formellement sur le prélude de Tristan de Richard Wagner. Et puis, la musique de Wagner est interrompue, et juste après, on entend le son d'une chasse d'eau. Voilà. Donc on a bien d'un côté la musique de Wagner, de l'autre côté, rupture, montage, le son d'une chasse d'eau. Mais sauf que l'effet Kouletchov, l'effet de sens que crée le rapprochement de ces deux sons-là, signifie tout simplement Wagner, il ne faut pas oublier de le mettre aux chiottes et surtout de tirer la chasse d'eau. Voilà. Donc l'effet de sens, il est là, l'effet Kouletchov avec cette question de monter les sons. Et le fait de créer ce choc comme ça entre deux éléments est signifiant. Et donc, cette pratique de l'échantillonnage, elle est finalement elle est beaucoup plus ancienne que la naissance même comment il s'appelait cet instrument inventé par Schaeffer, enfin par Jacques Poulain dans les années 50, qui était j'ai oublié, bref, c'est pas grave, ça va me revenir.
Mais on a là une technique de sampling. Alors elle est analogique, elle est purement musicale, enfin instrumentale on pourrait dire, mais en tout cas elle est nettement là et elle est présente. Et donc l'autre élément également qui est un trait commun qu'on retrouve souvent à cette période-là, c'est la question de la boucle. La boucle, on l'a entendu tout à l'heure dans l'étude au chemin de fer de Pierre Schaeffer, je vous ai fait entendre ce sillon fermé qui se refermait sur lui-même. Et en fait, cette boucle, elle trouve son origine directement dans la machine et dans cette période, cette machine naissante au début du XXe siècle. Alors, un exemple, alors je vais le faire comme ça, parce que la qualité va être meilleure que sur le site, parce que on est obligé de les compresser quand même, les musiques. Je vais lancer le ballet mécanique de Fernand Léger, mais d'abord je vais vous... Donc lui, le voilà. Et puis on va faire comme au temps du muet, c'est-à-dire qu'on va synchroniser la musique en même temps que l'image. Et je vais quand même vous présenter cette musique qui est assez incroyable. Donc le ballet mécanique. Voilà. Ouais, par contre, le son est vraiment pas... Je ne comprends pas pourquoi on a un son qui est mauvais ici, comme ça. Alors, le ballet mécanique illustre particulièrement bien cette époque et ce contexte dont je suis en train de vous parler. Fernand Léger va faire un film avec Dudley Murphy qui, comme son nom l'indique, cherche à capter l'effervescence de cette période, les années folles, à travers ce film, Ballet mécanique. Et le compositeur à qui ils vont faire appel pour faire la musique originale de ce film s'appelle George Antheil, c'est un compositeur américain qui se trouve à Paris et qui va composer une musique juste époustouflante pour l'époque. La firme Pleyel vient de fabriquer les premiers pianos mécaniques, ces pianos qui fonctionnent avec, vous savez, des partitions qui sont perforées et qui exécutent de manière métronomique de la musique, soit en tournant une manivelle, soit en remontant une manivelle qui fait fonctionner le piano tout seul. Mais Antheil va synchroniser 8 pianos mécaniques, 8 Pleyela, pour les pianolas aussi, on les appelle, sur notamment les images de Léger, mais il ne va pas y avoir que ça. Il y aura aussi des xylophones, il y aura également des feuilles de métal sur lesquelles on va taper, des enclumes avec des marteaux. Il y aura même un moteur d'hydravion qui sera sur le plateau et qu'on mettra en route de temps en temps pour sonoriser le film. Il y aura aussi des sirènes électriques, un peu comme les sonneries d'école pour marquer la récréation. Et puis il y aura aussi des sirènes mécaniques qui venaient d'être découvertes à l'occasion de la Première Guerre mondiale avec les premières attaques aériennes et qui sont les fameuses... Bref, Antheil va réunir tous ces éléments-là, donc je vous parle d'une espèce de musique qui est à la fois une espèce de collage dadaïste, en même temps empreint de sonorités bruitistes et futuristes, le tout pour un film qui se réclame lui-même des trois esthétiques, surréaliste, dadaïste et futuriste. Donc on est en plein dans cette période-là. Et je pense qu'en 1924, quand ce film a été projeté, notamment au théâtre du Vieux Colombier, ça a été un choc, un vrai choc pour le public, parce qu'on assistait là à quelque chose d'assez incroyable. Alors je pense que malheureusement le son est pas terrible, mais bon, c'est pas grave. Donc comme du temps du muet, on va le lancer de manière un peu aléatoire, le film. On va lancer la bande son par rapport aux images. Et il se passe toujours quelque chose d'intéressant, toujours des points de rencontre, de synchronisation qui sont assez étonnants. Bon, on va le démarrer par là, avec les images peut-être. Ouais, c'est très mauvais.
je m'arrête là. Donc c'est une bande-son absolument folle qui est composée en 1924 pour ce film. C'est un truc voilà, qu'on n'a jamais entendu. C'est un truc complètement inouï. Et 1924 va vraiment être une année phare, j'ai envie de dire, pour cette musique, cette nouvelle musique mécanique qui est en train de naître pour le cinéma. On pourrait aussi reprendre la musique. Alors voilà, un autre exemple, c'est de prendre le film Entr'acte de René Clair, dont je parlais tout à l'heure assez... C'est pas ça que je voulais faire. Entr'acte de René Clair. Où est-ce qu'il est? Bon, on va faire autrement. Ah oui, d'accord, c'est parce que... Alors, c'est un film assez étonnant parce que c'est un film qui sert donc d'entracte cinématographique pour le spectacle de Picabia qui s'appelle Relâche, qui a été créé en 1924 au Théâtre des Champs-Élysées. Et d'ailleurs, le spectacle s'appelle Relâche. Donc ça aussi, c'est l'humour dada, parce que, évidemment, sur la devanture du théâtre, c'est marqué Relâche. Et quand c'est marqué Relâche, généralement, c'est qu'il n'y a pas de spectacle. Donc là, le spectacle s'appelle Relâche. Donc le public passe devant, et voilà, c'est le nom du spectacle. Et il y a un entracte cinématographique que Picabia a confié à René Clair, et dans lequel on voit d'ailleurs Man Ray, Marcel Duchamp, on va les voir au début du film. Et la musique a été confiée à Erik Satie. Alors, je vais vous faire entendre, je ne vous en dis pas plus, et puis on va voir un peu quelles sont les caractéristiques de ce film qui se trouve sur Ubu. René Clair et Erik Satie à gauche, René Clair à droite. Non, c'est pas clair, c'est Picabia à droite, pardon, excusez-moi.
Marcel Duchamp et Man Ray qui jouent aux échecs sur les toits de Paris. Voilà, on va s'arrêter sur cette image de l'obélisque de la place de la Concorde qui devient la tour dans ce jeu d'échecs. Alors évidemment, c'est un film étonnant. C'est un film étonnant. Déjà, c'est un film provocateur. Première image, on va lancer un boulet de canon dans l'assistance. De la même manière que les gens, pour l'arrivée du train en gare de la Ciotat, s'étaient un peu protégés lorsque le train s'était rapproché. Il s'agit un peu de la même chose, de tourner vers le public un boulet de canon et de lancer ce boulet dans l'assistance. C'est la même chose aussi quand on a ce boxeur qui se met à boxer devant la caméra. Il s'agit vraiment de secouer le spectateur et de lui dire « réveille-toi ». Vous avez vu cette figure aussi récurrente, musicale, de la boucle, de la répétition, quoi. Et on est vraiment dans la période de la répétition, et ça vient quelque chose qui vient directement de la machine, quelque chose qui, à mon avis, me paraît être vraiment essentiel, là. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, dès que la musique, après le prologue, se met à vraiment devenir répétitive, le bruit de cymbales se met à rythmer une figure qui, dans l'image, se met elle aussi à tourner. L'image fait presque un tour sur elle-même complet, à 360 degrés. Ensuite, on a cette figure également tournoyante et encore une fois provocatrice, voilà, d'une danseuse dont on voit les jupons. Ça, en 1924, c'était pas très politiquement correct. Mais encore une fois, on est sur quelque chose qui tournoie sur lui-même. Et cette figure de la toupie, du tournoiement, est vraiment quelque chose, voilà, qu'on peut relier à la question du mouvement perpétuel. Et d'ailleurs, Dziga Vertov, le célèbre cinéaste russe, qui dans les années 10 avait installé un laboratoire de Louis où il enregistrait les bruits de la ville avec un patéphone à pavillon pour faire de la musique de ville avec cet appareil-là, et qui va devenir voilà, un cinéaste qu'on connaît, dans le célèbre film L'homme à la caméra, entre autres. Dziga Vertov, c'est un nom d'emprunt en fait, Dziga Vertov. Son vrai nom c'est Denis Arkadievitch Kaufman. C'est le frère de Boris Kaufman, qui va d'ailleurs être l'assistant en France de René Clair, et aussi de Dimitri Kirsanov. Mais son nom d'emprunt, Dziga Vertov, en fait, c'est pas non plus un hasard s'il s'appelle comme ça. Le verbe vertet, en russe, ça veut dire tourner. C'est pas moi, je ne fais rien du tout. C'est le chef qui... Waouh. On va travailler sur le bruit, hein. Enfin, là on est en plein dedans. Hein. On coupe le HF. Bon, de toute façon, vous m'entendez. J'ai la voix qui porte suffisamment. Je parle vite, mais fortement. Donc voilà, donc vertet en russe, ça veut dire tourner. Et Vertov, Dziga Vertov, en fait, s'il prend le mot Dziga, c'est aussi en référence au peuple éternellement nomade, peuple éternellement en mouvement, qui est le peuple tzigane. Et Dziga Vertov, en fait, ça reprend tout simplement la métaphore de la toupie, et donc de ce mouvement perpétuel. Donc Vertov prend même le nom de cette chose mécanique. Voilà, il faut que j'aille un peu vite parce que sinon je n'ai pas le temps d'aller jusqu'au bout de mon propos. Mais Vertov aussi va être l'un des premiers à réaliser une musique concrète, si on peut dire, au tout début du cinéma parlant, enfin sonore soviétique. C'est un film ukrainien d'ailleurs, parce que son film Enthousiasme, la symphonie du Donbass, on est dans la période des symphonies de ville, dans la période des symphonies urbaines et des symphonies industrielles. Vertov va se faire construire pour son premier film sonore, Enthousiasme, la symphonie du Donbass, la première station mobile de prise de son. Elle pèse 1,5 tonne, c'est un ingénieur russe qui s'appelle Alexandre Chorin qui l'a inventée, elle pèse 1,5 tonne, on peut difficilement la transporter. On enregistre les sons directement sur piste optique cinématographique, avec des microphones, les premiers microphones russes, et on n'a pas de système d'écoute, ce qui fait qu'on n'a pas on ne sait pas ce que ça donne à l'enregistrement. Vertov ne va pas pouvoir utiliser la plupart de ces sons, qui seront pour beaucoup saturés et inutilisables, mais il va en utiliser certains quand même dans ce premier film. On va regarder cette séquence incroyable de Enthousiasme, la symphonie du Donbass. Le Donbass, c'est un complexe sidérurgique en Oural, où les usines tournent à plein pour fabriquer l'acier qui est nécessaire à l'expansion de la Russie et à ces plans quinquennaux que Lénine va mettre en place pour la modernisation de toute la Russie. Alors, Enthousiasme, on va regarder un extrait d'Enthousiasme, parce que c'est quand même un truc complètement fou que fait Vertov avec ce film.
Alors, il s'agit évidemment de former les gens à extraire le minerai, par exemple, et les hommes. Alors, la métaphore de l'homme avec la machine est pour le coup assez évidente dans cet extrait-là, par exemple. Je ne vais pas le montrer en entier, je vais vous montrer juste un petit extrait de ça. C'est pour entraîner aux gens à marcher courbés dans les mines. Mais écoutez le son, le travail du son. Voilà, l'image parle d'elle-même. La robotisation ou la mécanisation de l'homme est déjà en marche. L'homme du futur prend naissance avec ces images de Vertov. Et puis un autre extrait que je voulais vous montrer absolument, qui est celui-là, qui est absolument incroyable. Parce que, justement, un ordre a complètement changé, le contexte sonore a changé. Avant, ce qui rythmait la vie des gens, c'était les cloches des églises. C'était ça qui donnait l'heure, en fait. C'est ça qui permettait de savoir que, voilà, quand est-ce qu'il fallait commencer de travailler, s'arrêter, etc. Sauf qu'en Russie, avec la révolution russe, tous les clochers avaient été abattus, il n'y avait plus une seule cloche, et puis il fallait se débarrasser à la fois du pouvoir tsariste et en même temps de l'église orthodoxe. Donc il y a eu tout à partir de 1917, il y a eu je ne sais pas combien d'églises qui ont été vandalisées, et les clochers ont été cassés. Et qu'est-ce qui remplaçait cette cette horloge c'était le son des sirènes des usines. C'est ça qui rythmait désormais la vie des gens. Donc on était en pleine modernité avec ça. Et dans cette séquence-là, du Donbass, Vertov ne se sert que du son de la sirène pour sonoriser le film. J'ai avancé un peu parce que c'est plutôt là. On est en 1930. C'est absolument incroyable que Vertov ait fait ça, avec ses sons d'usine.
D'autant plus que les sons, il les a enregistrés avec cette fameuse station mobile de prise de son. Et là, je ne sais pas si vous avez entendu, mais ils ont été transposés. C'est-à-dire qu'en changeant la vitesse de lecture des sons, on peut avoir des sons plus graves, des sons plus aigus. C'est le même système qu'un disque qu'on va tourner plus rapidement. Si on tourne plus rapidement, il va faire... Si on ralentit, ça va ralentir comme ça. Voilà, on va descendre vers le grave. Donc l'effet de jouer sur les vitesses de défilement a immédiatement une action sur la hauteur du son. Et c'est ce que fait Vertov avec le son des sirènes là, sur cette étance-là. Alors pourquoi il le fait? Évidemment qu'il y a derrière un discours propagandiste. Il y a l'idée qu'en faisant de la musique avec le bruit des usines, on va libérer l'enthousiasme des ouvriers et l'enthousiasme populaire. Et quelque part, si on fait de la musique avec les sons du travail, avec les sons des usines, c'est aussi que le travail est un plaisir. Voilà, c'est que le travail nous renvoie vers ces moments de fête et ces moments de musique. Puisque c'est conçu comme une séquence A, B, A, B, A, on a tout dans le son tout, et puis l'autre qui fait en trame, tout, et on a juste cette alternance de ces deux choses-là qui peut nous ramener aussi vers l'idée de couplet, refrain, couplet, refrain. Donc en tout cas, manifestement, l'idée de faire une musique à partir des sons d'usine, elle est claire là, dans cet extrait de film de Vertov en 1930. Et le film va être énormément montré en Europe, à Berlin, à Londres, à Paris. Et Vertov va recevoir une lettre, et non des moindres, celle d'un cinéaste qui va lui dire « Cher monsieur Vertov, cette symphonie est l'une des plus bouleversantes que j'ai entendues, cette symphonie des bruits, et voilà, me touche au plus profond. » Et ce cinéaste, c'est Charlie Chaplin. Et je pense qu'il va s'en souvenir quand il va en 1937 réaliser Les Temps modernes, et certaines séquences des Temps modernes. Il aura en tête ce travail du son chez Vertov. Ah voilà, je vais très vite parce que j'ai énormément de choses à vous dire et j'aurai pas le temps de tout dire, mais c'est pas grave. Mais je voudrais quand même boucler cette question de la symphonie industrielle qui se contingente, ou de la symphonie de ville qui se contingente au cinéma d'avant-garde européen, en réalité va migrer et va connaître également d'autres déclinaisons dans d'autres genres cinématographiques. Je ne vais pas vous les montrer sur le site parce que je trouve que la qualité est pas géniale. Donc du coup, je vais faire ça comme ça. Et comédie musicale, c'est où? Je vais montrer un film de Mamoulian. Donc là, on va carrément changer de contexte. On va se projeter à Hollywood en 1930, avec un film de Rouben Mamoulian qui s'appelle Love Me Tonight. Voilà. Merci beaucoup. Love Me Tonight est un film qui va, d'une certaine manière, montrer de quelle manière la comédie musicale hollywoodienne va elle aussi s'intéresser à la question de la symphonie de ville. Il faut savoir que Mamoulian a séjourné à Paris dans les années 20, il était un ami de René Clair, il allait assister lui-même aux projections de films au Vieux-Colombier et au Studio 28, donc il a baigné, j'ai envie de dire, dans ce contexte de la symphonie de ville. Lui-même, à Broadway, avait réalisé d'ailleurs une adaptation de Porgy and Bess, de Gershwin, et avait tenté d'enregistrer des sons de ville et de les monter rythmiquement sur des rythmes de ternaire, en 6/8, etc. Et quand il va faire donc... Mamoulian, c'est celui qui invente le son au cinéma. C'est lui qui invente la voix off dans City Street, les carrefours de la ville. La voix off, aujourd'hui, ça nous paraît totalement naturel d'entendre la voix qu'il y a à l'intérieur de la tête d'un personnage. Ça ne nous paraît pas bizarre aujourd'hui. 1930, c'est lui qui a inventé ça. Donc, voilà. Mamoulian, c'est vraiment celui qui a fait beaucoup avancer l'histoire du son au cinéma. Et regardez juste ce début de ce film avec Jeannette MacDonald et Maurice Chevalier, film mythique de 1930. Je vous passe le générique parce qu'il est un peu long et c'est pas la peine, et puis j'aurais gagné un peu de temps. Et on va tout de suite assister à cette symphonie du petit Paris qui se réveille. Il est 5h du matin, Paris s'éveille, comme chanterait Dutronc. À chaque image, un son, celui des cloches de Notre-Dame. Et qui nous emmène dans un petit quartier, petite place du quartier latin. Et maintenant, je vous laisse écouter.
phonographe exactement aligné sur le tempo des bruits de la ville. Bon, ce début est assez incroyable, en 1930. Là, on a vraiment une symphonie de ville bon, qui comprend aussi un mécanisme assez simple dans la comédie musicale, qui est que pour que les gens se mettent à danser et à parler d'un seul coup, si vous mettez d'un seul coup à le faire devant nous, il est cinglé, il y a un truc qui ne va pas. Pour qu'on puisse au cinéma rentrer dans cet univers du chant où tout est musicalisé, finalement on y va en douceur. Et souvent c'est par le bruit qu'on fait ça. On regarde les comédies musicales, que ce soit Dancer in the Dark, Lars von Trier, ou que ce soit les films des années 30, il y a toujours le rapport au bruit, au bout des usines, qui à un moment donné se mettent en route, et puis se mettent à se musicaliser et à créer la bande-son sur laquelle après les personnages peuvent chanter, danser. Tout comme les éléments de décor servent comme des partenaires de danse parfois chez Fred Astaire, on va avoir dans la comédie musicale un travail sur le bruit toujours très étonnant. Bon. À la même époque, dans les années 30, toujours même année, 1930, Routman également va faire un truc incroyable, c'est qu'il va réaliser un film sans images. Et j'ai montré encore deux, et après il faut qu'on garde du temps pour les questions. Et donc... C'est un film sans images pour démontrer justement la puissance du son. Vous pouvez l'écouter aussi, ça, sur le site, où on le trouve partout, un week-end. C'est quelque chose qui est assez connu, qui a été édité par le collectif Metamki sous la collection Cinéma pour l'oreille. Donc c'est un film sans images, parce que Routman, à cette époque-là, il y a la grande querelle entre les détracteurs et les épigones du cinéma sonore. Il y a ceux qui disent que le son n'apporte absolument rien de plus au cinéma. Le cinéma était déjà arrivé à un niveau de langage absolument parfait avec le travail de l'image, donc le son n'apporte rien. Et puis de l'autre côté, il y a ceux comme Eisenstein, comme tous ceux qui vont dire, mais si au contraire, le son est très important et peut également apporter beaucoup de choses. Et Routman cherche à le démontrer en faisant un film où il n'y a plus d'image, et où il n'y a plus que du son, et où il va raconter une histoire. Et en l'occurrence, il va raconter la temporalité de 3 jours, un week-end. Donc ça, c'est le vendredi, on est dans pleine effervescence du travail. Après, on va rentrer dans la période du week-end où les sons vont être beaucoup plus calmes, beaucoup plus bucoliques, beaucoup plus campagnards. Et puis pour repartir avec le son du réveil du lundi matin et une course effrénée à nouveau dans les sons de la ville. Ça, c'est monté sur pellicule optique. Les sons sont enregistrés avec des microphones, enregistrés sur pellicule optique, et les sons sont ensuite mis les uns derrière les autres. Et il y a évidemment une volonté musicale très nette derrière cet extrait-là. Il y a beaucoup d'autres comme ça, musiques, qui soit cherchent à transposer le son de la machine avec l'orchestre symphonique. Je pense à Pacifique 231 d'Arthur Honegger, qui va servir pour le film d'Abel Gans, encore une fois en 1924. Ou je pense encore à Zavlod, Fonderie d'acier, du compositeur, c'est le compositeur du régime soviétique de Lénine, c'est Alexandre Mosolov qui a fait cette pièce, qui est une pièce symphonique de 3 minutes, inspirée par les bruits d'une usine. Et on pourrait comme ça en citer plein, il y a
pléthore comme ça de pièces qui s'inspirent de la frénésie musicale. Voilà. Je termine avec un dernier exemple qui n'a rien à voir avec tout ça, qui est complètement dans un autre contexte et qui voit le jour avec la naissance du cinéma sonore, qui est que, voilà, je vous montre le principe de base et puis après on en parle. Voilà, c'est la tempête dehors. Ça, c'est une technique qui est née dans les années 30. Ce film date de 1950 et il explique comment il fonctionne. Savez-vous à quoi ressemblent les sons? Il y a des gens qui les voient comme ça. Pour un musicien, c'est différent. Les techniciens étudient les sons avec un oscilloscope. Voici par exemple quelques notes de guitare. Il y a aussi l'autre façon de voir les notes. Les cordes envoient dans l'air des vibrations qui parviennent au microphone. De là, un appareil téléphonique les transforme en vibrations lumineuses. Ce mince pinceau de lumière est photographié sur une pellicule cinématographique. C'est la bande sonore. Elle reste toujours invisible sur l'écran. Essayons tout de même de la voir et écoutons de nouveau la guitare. Voilà donc l'image des notes de guitare. Et que donnerait un autre instrument? Voulez-vous quelque chose d'autre? Une voix maintenant. Pour une voix, c'est une belle voix à regarder. Je me demande ce que ma voix pourrait bien donner. Si on essayait. Ceci est ma voix. Arrêtons l'image pour la voir encore une fois. C'est donc ça la photo de ma voix. C'est une trame d'ombre et de lumière qui court le long de la bande sonore. Eh bien, si un son fait un dessin sur le film, un dessin sur le film pourra donner un son. On peut donc créer des sons à volonté en les dessinant directement sur la pellicule. Norman McLaren vient ainsi de fabriquer quelques sons en les dessinant à la main. Il va les entendre maintenant pour la première fois. Il ne s'agit pas là d'un travail effectué au hasard. On peut calculer le son que donnera chaque dessin. La force du son dépend de la grosseur du dessin. Une rangée de petits points donne ceci. De plus gros points ont une sonorité plus grave. Jusqu'ici, rien de plus simple. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi la qualité du son. Elle dépend de la forme des points. Cette série de petits traits minces en ligne droite rend un son aigu plutôt déplaisant. Ces taches rondes sont un peu plus douces. Ces points peuvent revêtir toutes les formes imaginables. Norman McLaren essaie par exemple de faire une rangée de petits triangles avec son pinceau. La
distance entre les lignes sur la pellicule donne le diapason. Pour une note grave, des lignes espacées. Pour une note moyenne, pour une note aiguë. Bon, alors ça s'appelle la synthèse optique. C'est la première forme de synthèse sonore qui a existé à partir de l'optique, à partir de la lumière. C'est le son de la lumière qui fait ça, voilà. Évidemment que pour les cinéastes d'animation qui vont chercher à animer image par image un film, que ce soit dans le cas du dessin animé ou des choses plus abstraites, le fait de pouvoir dessiner également les sons, son par son, image par image, ça va offrir un complément sonore absolument idéal pour le cinéma d'animation, ce que ne vont pas se priver de faire la plupart des cinéastes qui vont aller là-dedans. Alors c'est une technique qui prend racine à la fois en Suisse, en Allemagne et en Russie au tout début des années 30. Donc dès que le cinéma devient sonore, on commence à créer ces sons-là, et voilà. Et donc c'est des premiers sons, on ne va pas les appeler électroniques, mais c'est les premiers sons de synthèse, c'est les premiers sons qui n'existent pas dans la nature, sons qui proviennent d'aucune réalité instrumentale, qui vont voir le jour dans ce cadre particulier du cinéma d'animation. Je montre juste un petit film de McLaren qui date lui aussi de 1942, qui s'appelle Dots, et qui va vous donner... Alors le générique dure plus longtemps que le film, il dure à peine 1 minute, et c'est un film qui met en place cette technique d'animation sonore et visuelle. Comment ? Il était en train de faire cette bande-son. Ouais. Donc voilà, l'un des nombreux exemples de films que McLaren dont McLaren s'est servi pour cette technique sonore. Et il y a au moins une vingtaine de films de McLaren qui utilisent cette technique. Et puis en tout, il y a plus d'une centaine de films dans le cinéma d'animation qui recourent à cette technique d'animation sonore. Voilà, bon, c'était juste un tout petit panorama. J'ai pas eu le temps de vous parler de la partition rétrograde et le fait de mettre les sons à l'envers. J'ai pas eu le temps de vous parler de la naissance du design sonore au cinéma et des premières idées de trucage sonore pour des scènes spécifiques qui nécessitent de créer des sons spécifiques également. Je ne vous ai pas parlé non plus de cette notion de globalisante de penser la bande-son en faisant en sorte que et les bruits, et la musique, et les paroles créent une métamusique au sein d'une bande-son d'un film. Mais pour vous montrer que tous ces éléments-là, qui sont bien avant 1948, là, on est dans les années 30 et 40, donc c'est vraiment avant même que naisse ce courant.
Moi, quand j'ai découvert cette richesse d'inventions sonores dans le cinéma, voilà, dans tous les cinémas, avant que naisse dans la musique concrète électroacoustique, voilà, ça me semblait être important en tout cas de raconter l'histoire de ces pionniers que l'histoire de la musique a complètement délaissé parce qu'ils ne font pas partie de l'histoire de la musique, parce que c'est des musiciens de musique de film. Et en même temps, ça me paraît très important de replacer dans le contexte toute cette évolution et tout ce travail, toute cette évolution à la fois technologique, mais en même temps cette évolution de la pensée autour de cette archéologie des musiques électroacoustiques. Alors, pour vous donner quand même un peu le vertige, ce que je viens de vous faire là en 2 heures, enfin, généralement, j'épuise mes étudiants en 3 ans et en leur donnant 3 heures de cours par semaine pour parler, grosso modo, de toutes les choses dont j'ai envie de leur parler. Donc, pour vous montrer un peu comment ça a été là, mais très, très... j'ai parlé très vite aussi. C'est aussi pour montrer comment ça a été compressé, quoi. Alors, une compression de toutes ces idées-là. Mais ça me paraissait important de montrer, voilà, qu'est-ce qui avait mené jusqu'à la naissance de la musique concrète, jusqu'à cette naissance d'une nouvelle musique qui prend racine, selon moi, véritablement dans l'histoire du cinéma et dans l'histoire de ces pionniers du son au cinéma. Alors je voulais qu'on puisse avoir un temps d'échange et que vous puissiez me poser quelques questions si vous voulez. Donc voilà, la parole est à vous. Peut-être allumer un peu là. C'est insupportable ce son, hein. Je ne sais pas pourquoi on a un son aussi mauvais. J'ai un son parfait d'habitude, hein, mais on va le couper parce que c'est... Oh. En plus ça remplit, hein, c'est du bruit blanc donc... Michel Chion, il parlait du moulin, le bruit du moulin. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur tout ça? Est-ce que c'est des choses avec lesquelles vous étiez un peu familier ou pas du tout? J'ai juste une question par rapport au film Hootsman. En fait, est-ce que c'est un film ou est-ce que c'est une diffusion de son stade? En fait, je me demande comment il fait pour diffuser son film. C'est-à-dire qu'il invite un public dans une salle de cinéma face à l'écran et hop, il diffuse le son. Il diffuse le son qui est monté sur pellicule. Le son est une pellicule, enfin il est monté sur pellicule. Donc là, moi, j'ai pas le film, j'ai juste le son à vous faire entendre. Et du coup, ça change la perception que vous pouvez en avoir. Parce qu'en réalité, lui, il montrait un film noir. Il y avait des images noires pendant tout le temps, ça dure 11 minutes 40 cette pièce. Et pendant 11 minutes 40, il plonge le spectateur dans le noir, il n'y a rien à voir, il n'y a que du son. Mais en même temps, il appelle ça un film. Donc c'est le créateur qui revendique cette pièce comme étant un film, et réellement un film. Même si ça a été diffusé dans le circuit également, des pièces radiophoniques à Bruxelles dans les années 30, ça a aussi suivi ce mode de diffusion-là, lui le montrait comme un film. Et donc, c'est aussi, tout ça je dis, c'est un cinéaste. Et ouais, Hootsman, c'est un cinéaste. Contrairement à des musiciens, par exemple, qui, dans les temps plus récents, ont fait des musiques comme des films, comme des musiques de films qui n'existent pas, lui, c'est un cinéaste, ça renforce aussi. C'est un cinéaste. À l'origine, il était peintre, et puis il va se diriger vers le cinéma pour donner à la peinture le mouvement, pour sortir aussi du cadre figé de la peinture, et lui donner le temps, et du coup, va pouvoir investir des notions qui vont toucher à la musique. Mais effectivement, c'est avant tout un cinéaste, et c'est vraiment un film. Et d'ailleurs, on peut lire les critiques cinéma de l'époque, un célèbre critique cinéma qui s'appelle Jean Buissonous, qui a beaucoup écrit sur ce film, parce que ce film a été vécu un peu comme une provocation. Justement, dire on va retirer l'image, on va faire entendre que le son, c'était à l'époque où le son arrivait, c'était vraiment... faut pas le mettre un pavé dans la mare quand il fait ce film-là, avec ce qu'il dit. Il s'appelle comment, pardon? Walter Hootsman. R-U-T-M-A-2-N. Il a fait d'autres films, pour compléter ce que dit, il a fait d'autres films, si tu veux, qui vont dans la même... de ce que Philippe a décrit, c'est-à-dire comme les films de Dziga Vertov, c'est tous ces films qui sont là, le film beaucoup plus rare de Mamoulian, qui sont autour de la ville, qui sont des portraits de ville, comme L'homme à la caméra, René Clair. René Clair, il a fait à propos de Nice. Non, c'est Vigo qui a fait ça. Après, René Clair a fait Léal Central. Léal Central, et puis celui de. Non, mais la ville s'arrête là, c'est comment? C'est Paris 7? Paris qui dort. Paris qui dort, effectivement. Il y a aussi Berlin, ça fait une grande ville. Il y a aussi Métropolis. Enfin, il y a toute cette espèce d'effervescence. Walter Hootsman, c'est Berlin, c'est une carte. Hootsman a fait Berlin, symphonie de grande ville, voilà. Et c'est vraiment le pendant de L'homme à la caméra de Dziga Vertov. C'est des symphonies de ville en fait, où le cinéaste cherche à capter l'effervescence d'une ville en une journée, du matin jusqu'au crépuscule.
et le balai des tramways, des klaxons et des automobiles. Donc tout ce qui est une figure moderne et... On retrouve un chez Steve Reich, City Life. Ouais, effectivement. Chez Steve Reich. On va retrouver aussi à la naissance du studio de phonologie de Milan, la pièce qui a été composée par Bruno Maderna, Luciano Berio et Alberto Laini, s'appelle Ritratto di Città, Portrait d'une ville. Et la pièce futuriste aussi de 1918 qui s'appelle Riveglio di un capitale, Réveil d'une capitale aussi. Donc c'est vraiment un thème, très très important dans les années 20, la question de la ville. Mais c'est comment vous voyez le message à la durée de la conférence, c'est bien court à faire, mais cette chose qui fait qu'à partir de la machine, c'est des choses qu'il y a chez Ducamia évidemment, mais qu'il y a dans tout ce cinéma, c'est-à-dire comment il y a une chose qui devient abstraite, qui n'est pas sans rapport peut-être avec la plupart de musique électroacoustique, donc c'est dans les sauts qu'il y a entre certains éléments que vous montrez, comment à partir de là, il y a la figuration, donc dans les mécaniques, dans tous ces films, la figuration de la machine qui permet de passer à une abstraction, quoi, à quelque chose qui est... parce que ça, c'est en sous-texte, enfin, de quelque chose que vous avez montré, vous fait entendre, et qui n'est pas souvent clair, parce qu'après, c'est des choses qui, dans le présent, ici, dans une certaine actualité, peuvent être totalement séparées. Ouais. C'est-à-dire quelque chose qui est d'un ordre représentatif, figuratif, voilà. Donc, ce qui, dans le côté du son, est une question. Oui. Alors, en fait, justement, on va toucher à l'essence même de ce qu'on appelle la musique concrète, la musique acousmatique, c'est-à-dire une musique dont on entend le résultat sans voir la source. Et ce qui est intéressant, c'est que Pierre Schaeffer, justement, elle mettait l'idée que quand on allait filmer des choses réelles, des choses concrètes, on pouvait s'abstraire justement de la réalité. Si on regarde quelque chose au microscope, on va atteindre une autre réalité. Il va nous couper du lien d'origine avec cet élément-là, qui justement peut nous faire aller vers des choses qui sont abstraites. C'est-à-dire que c'est toute une démarche qu'on pourrait relier à la notion d'objet, à la question d'objet sonore, d'objet visuel, qui va être au cœur de toute la réflexion philosophique de Schaeffer, on pourrait presque même dire phénoménologique, qui est qu'à partir du moment où on va capter quelque chose avec un enregistreur, que ce soit un objectif de caméra ou que ce soit un microphone, et qu'on va décontextualiser la prise de son, enfin l'écoute de ce son-là, en le transformant, en le montant, on va atteindre une autre réalité plus abstraite. Et en même temps, on appelle ce courant la musique concrète. De la même manière que Dziga Vertov va appeler son cinéma le cinéma vérité, le kino pravda, qui repose sur la radio-oreille et sur le kino-glace, le ciné-œil. Et c'est en mariant le ciné-œil et la radio-oreille qu'on touche au cinéma vérité. Et le cinéma vérité, voilà, quelque part, c'est vrai qu'il y a des historiens aussi tordent l'histoire de la musique en faisant des relations entre les bruitistes avec leurs instruments bruiteurs mécaniques et Pierre Schaeffer. C'est une connerie parce que Schaeffer, ils n'ont jamais prôné l'enregistrement justement sur des phonographes futuristes. Ils étaient que dans l'action mécanique, finalement ça renvoie presque aux machines à bruit du théâtre antique grec. C'est plus en lien avec ça qu'avec le travail de Schaeffer et le travail du son. Alors que Vertov, avec le cinéma vérité, il y a beaucoup plus de liens entre le cinéma vérité et la musique concrète. Dans la façon justement de s'emparer d'un son ou d'une image et de la... elles sont multipliées, elles sont contre-typées, les images, elles passent comme dans des kaléidoscopes. Un travail de transformation qui nous fait effectivement rejoindre une matière abstraite, à partir du concret, à partir véritablement de choses comme la machine, ou comme, bon, c'est Symphonie de ville, il y en a, c'est des images presque déclinables. Je pense au film de Joris Ivans qui s'appelle Comme Somols, le chant des héros, pareil, 1930, qui relate l'histoire de l'acier depuis l'extraction dans le sous-sol jusqu'à la fabrication de l'acier et des usines. Le film, il n'y a que des bruits. Il n'y a absolument pas de parole, il n'y a pas de musique, il a choisi de ne mettre que des bruits. Et la fascination du bruit, c'est qu'en fait, le bruit, c'est le langage des machines aussi. La machine, son langage, c'est le bruit, et donc, quand on veut en tirer toute l'expressivité, finalement, c'est tenter de s'ouvrir à un autre champ expressif sonore à travers la question du bruit. Et ce phénomène-là va naître évidemment dans le contexte du futurisme, mais va se développer dans plein d'autres contextes. On va le trouver en Hollywood, on va le trouver dans le cinéma d'animation, on va le trouver aussi dans le cinéma expérimental. Voilà, je vous ai montré que la partie émergée de l'iceberg, vous vous doutez bien que tout ça est beaucoup plus complexe, se mélange d'une façon beaucoup plus intéressante, de façon envie de dire. Voilà, je n'avais pas la possibilité de rentrer trop dans les détails.
préféré vous donner une vision panoramique et un peu synoptique de cette première période archéologique des naissances des musiques primitives électroacoustiques. J'aurais pu aussi me focaliser sur un domaine particulier, mais ça me paraissait intéressant de brosser un peu le portrait comme ça. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Mais oui, c'est-à-dire en même temps, c'est-à-dire le fait que de pouvoir faire une histoire qui est plus du tout arborescente, qui est buissonnante au sens des coraux de Darwin, c'est-à-dire d'un rhizome, donc de choses où là c'est une histoire de la musique qui ne passe pas par l'histoire de la musique, et qui n'est pas non plus l'histoire du cinéma, et qui joue entre les deux, etc. Parce que si on part d'autres films, que je cite éventuellement les étudiants, je ne sais pas si vous les avez dans les livres, et des films du côté américain qui sont des effets de ce cinéma des années 30, des comédies, parce qu'elles ne passent pas beaucoup, il faut le dire, c'est pour ça que je vous incite à les chercher, elles ne passent pas beaucoup en France. Les comédies de Busby Berkeley, voilà, qui sont un peu le symétrique de ça, c'est-à-dire où il y a la mécanisation optique, c'est-à-dire la transformation de la comédie musicale comme quelque chose d'extrêmement qui devient hyper mécanisé avec des mouvements très très mécaniques qu'on retrouvait un peu dans le Vertov, alors que la musique elle-même, c'est une musique de comédie musicale hollywoodienne qui a l'air plus conventionnelle que ce que vous nous avez fait entendre. Après, bon, c'est vrai que la question de la comédie musicale est un peu à part. Mais ce que je voulais montrer, c'est à quel point le bruit servait d'élément pivot entre deux univers. Entre un univers, j'ai envie de dire, naturel, et un univers entièrement mécanisé. Ce qui est drôle aussi, c'est que la comédie musicale repose sur un autre bruit qui est essentiel, qui est le tap dancing. Et le fait de faire du bruit avec ses pieds, c'est le truc qu'on ne peut pas faire en danse classique, quoi. En danse classique, on danse sur la pointe justement pour qu'on n'entende rien. C'est le contraire de la grâce que d'entendre le bruit de pas sur le sol, quoi. Et au contraire, ça vient plutôt de la minorité noire et du musical de Broadway dans les années 20, qui est complètement récupéré par le cinéma hollywoodien uniquement blanc. D'ailleurs, il y a une code ACE qui est très très important, qui empêche les personnes de couleur noire de figurer dans un film. Ça va être une vraie prohibition, une vraie ségrégation raciale à travers ces questions de cinématographe-là. Mais le bruit, le fait de danser avec ses pieds et de faire du bruit c'est une autre manière de glorifier également la danse et la communion avec la terre. Et voilà, avec tous les Jane Kelly, Fred Astaire, ces femmes incroyables aussi, comment s'appelle cette femme j'ai parfois des trous qui me tombent dessus comme ça. Mais voilà, cette période de l'âge d'or de la comédie musicale avec les claquettes, c'est aussi notre manière de glorifier le bruit. Enfin, et en fait, ce que je cherchais à montrer, effectivement, c'est vrai que dans les comédies musicales, on a souvent une musique très hollywoodienne, très orchestrale, qui entoure tout ce travail autour du bruit. Et ce qui m'intéressait, c'est de montrer d'où il venait aussi, d'où les choses. Effectivement, elles sont en rhizome, elles sont enchevêtrées les unes par-dessus les autres. Il y a des questions de culture, des questions géographiques. Et puis surtout, c'est aussi l'histoire des technologies. C'est ça qui est intéressant également. De quelle manière, avec un nouvel outil technologique, on va pouvoir créer une nouvelle forme d'expression. Et ce qui est intéressant, et ce que je montre aussi tout le temps, et je me suis toujours attaché à ça dans le livre, c'est d'essayer d'expliquer pourquoi. Parce que c'est pas gratuit. C'est pas gratuit si on va utiliser une technologie particulière. Je dis toujours à mes étudiants, quand on va se servir d'un outil, on s'en sert toujours pour exprimer quelque chose et pour dire quelque chose. Et qu'est-ce qu'on va dire avec ça Effectivement, que le ballet mécanique, c'est quelque part pour montrer cette modernité, cette effervescence, que la bande-son est aussi futuriste, aussi incroyable. Mais je m'attache à chaque fois que je décris une scène d'expliquer pourquoi véritablement cette scène-là. Je ne vous ai pas montré cette scène incroyable de Jean Vigo qui vient du film Zéro de conduite, où toute la scène est tournée à l'envers, y compris les images et le son. Et en fait, qu'est-ce que veut dire Vigo avec ça? C'est une transgression de l'interdit. À chaque fois, ça signifie quelque chose. À chaque fois, ça a sa place. C'est pas un simple formalisme. C'est pas quelque chose qui est juste utiliser la technique pour elle-même. Bien souvent, quand on fait ça, on se plante et puis c'est pas très intéressant. C'est souvent qu'est-ce qu'on va pouvoir dire avec la technologie. Et là, on touche à des notions plus intéressantes de résonance sémantique entre l'utilisation d'une technologie et ce qu'on veut dire et ce qu'on veut montrer. Et ça me paraît vraiment fondamental. C'est vraiment très très important. Et d'ailleurs, le tout début des instruments, j'aurais pu faire aussi tout un chapitre, je ne vous ai pas tout parlé de ça, qui est l'émergence des instruments de la nouvelle métrie électronique, à partir de 1918 avec la naissance du thérémine et puis des ondes Martenot qui sont des instruments électriques qui nous s'avèrent tellement dans les films de science-fiction. Au tout début, ces instruments-là, ils vont reproduire de la musique ancienne, ce qu'on appelle le paradoxe de la métrie électronique. Ce qui veut dire, c'est pas parce qu'on utilise une nouvelle technologie qu'on va faire une nouvelle musique. Et on peut faire de la musique complètement rétrograde ou anachronique avec les derniers instruments
Voilà. Qui n'a pas été temps, là, pour Térémine. Non. Ouais. Bah, c'est-à-dire que le thérémine servait beaucoup. En fait, le thérémine a remplacé le violoncelle dans les familles de bonnes familles aux États-Unis, où au lieu de jouer du violoncelle, on jouait du thérémine avec un piano, quoi. Et c'était le comble de la modernité que d'avoir une grande fille qui joue du thérémine au moment du thé, quoi. C'était fabuleux. Après, évidemment, ça a été complètement récupéré dans le cinéma de science-fiction. De Mars Attack en passant par Le jour où la Terre s'arrêta, ou Spellbound, la maison du Dr. Edwards de Hitchcock. Le thérémine, dès qu'il s'agit de refléter ou de figurer ou de représenter des troubles émotionnels, des troubles de la pensée, des psychopathes, ou des sons science-fiction qui nécessitent une nouvelle technologie, c'est finalement ni plus ni moins que du design sonore, ça. Et ben, le thérémine va servir. Et pendant des années, on va faire de la musique qui est vraiment rétrograde avec le thérémine. Et pas du tout intéressante. Donc, encore une fois, vraiment, ça c'est intéressant de dire ça. C'est pas parce que vous allez vous servir d'une technologie de pointe que vous allez faire quelque chose de pointe avec. Vous pouvez très bien faire quelque chose. Vous pouvez très bien réinventer l'eau chaude ou l'eau tiède plutôt comme ça, en utilisant des nouvelles technologies. Donc il y a un site internet, vous avez vu, l'école Atlantis, sur lequel j'ai essayé de mettre la plupart des extraits parce que je me suis dit, voilà, je parle de films que les gens ne voient pas, ne connaissent pas, et le problème du livre, c'est qu'on est enfermé également avec des mots et que, quelque part, quand on parle du cinéma et de musique, c'est intéressant de montrer l'extrait. Donc il y a environ 150 extraits de films. Enfin, régulièrement, il y a Universal qui porte plainte, ou la Cinémathèque, et on dégage des trucs sur YouTube. Ça m'énerve parce que voilà, je pense que inciter les gens à acheter des films, c'est en leur montrant des extraits, en leur expliquant comment ça marche autour. Mais bon, ils n'ont rien compris, tous ces gens-là. Ils cherchent juste à faire du pognon à court terme. Sans penser à long terme, et voilà. Donc je vois régulièrement mes posts, et là c'est La fin du monde d'Abel Gans, film de 1930, pourtant on est dans le domaine public, quoi. Je ne comprends pas pourquoi, dans un extrait de 2 minutes où on voit lui-même Marteneau jouer des ondes Marteneau dans le film, et voilà, c'est la Cinémathèque qui porte plainte et qui fait retirer ma truc. Alors j'évite de mettre des trucs, j'essaie de passer par les choses qui sont déjà sur YouTube, mais j'ai pas envie qu'on me dégage non plus complètement ma chaîne YouTube, parce que sinon c'est tout le site qui va s'écrouler, donc j'essaie d'être, voilà, de me faufiler entre les questions de droit de propriété intellectuelle sur des choses qui appartiennent au domaine public. Hein. Et comme Gaumont a réédité tout Vigo, par exemple, pareil, Vigo il est mort en 1933, donc on est dans le domaine public à mort. Mais bon, comme ça a été réédité, après il y a les droits de reproduction mécanique, les droits du producteur qui font que, hop, ils retirent les trucs, mais c'est des sacrés voleurs en tout cas. C'est lui. Non, parce que l'histoire de la propriété intellectuelle, voilà, c'est l'histoire du capitalisme, hein, pour faire fonctionner les droits d'auteur. Hein, voilà. Non, mais il y a un cours entier à faire sur ça, la question du sampling, je pose cette question-là. Hein. Mais bon, depuis le Moyen-Âge, hein, qu'est-ce que fait la musique depuis le chant grégorien? On prend les chants grégoriens et puis on en prend la mélodie, et puis ça devient une musique populaire. Enfin, je veux dire, la question du chantionnage, elle a fait avancer l'histoire de l'art depuis les origines. Donc, tout ça, c'est une vaste histoire de pognon pour que les gens s'en mettent plein les poches. Donc, bon, il faut protéger aussi, voilà, il faut gagner. Mais bon, moi je fais un travail pédagogique, je fais un travail de chercheur, je mets ça à la disposition de la connaissance des gens. Je cherche à essayer de faire sensibiliser les autres. Je trouve ça tellement dur. Mais... Bon, enfin voilà, c'est comme ça. Vous avez des questions à poser? Sur la propriété culturelle, moi je suis perdu. Non, puis entre la France, où on a 70 ans après la mort de la personne, les années de guerre comptent en double, entre les accords de Bâle à Genève, qui définissent en fait le droit d'auteur pour généralement l'Europe, c'est 50 ans, et c'est même pas à la mort, c'est au moment où la pièce est créée. Aux États-Unis, c'est encore un autre truc. Donc voilà. Alors j'aurais dû faire mon site, non pas en .com, j'aurais dû le faire en .hk, peut-être j'aurais été plus tranquille, la question des droits d'auteur, j'en sais rien. Après, on tombe sur des législations différentes aussi, donc soyez vigilants à ça. C'est important si vous faites des sites avec des questions de droit d'auteur, de mettre des adresses qui sont plus souples avec les questions de droit d'auteur. Le point U est pas mal, parce que du coup, on se trouve plus du côté des accords de Bâle que du code de la propriété intellectuelle défini tel qu'en France. Oui. Oui, en fait, j'avais juste une remarque par rapport au film Les Cloches d'Atlantis. Vous avez dit que c'était Yann Hugo avec sa femme Anaïs Nin. Ouais. Et la bande-son, c'est un couple aussi. Ouais, oui, c'est le C'est intéressant parce que Anaïs Nin, c'est une grande figure du féminisme. Ouais. Donc, je ne sais pas si vous avez peut-être quelque chose à dire.
c'est pas quelque chose qui transparaît dans ce film-là, même si son recueil, The House of Incest, voilà, a une position féministe ouverte, c'est clair. Mais pas celui-là, pas ce poème-là autour des cloches de Oui, mais Francis. qu'il y a un travail comme ça de couple, c'est peut-être quelque chose d'inédit, je sais pas. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'exemples comme ça, effectivement. C'est un couple qui fait la musique et c'est un couple qui fait le film. En même temps, c'est pas tout à fait. Enfin, si elle a écrit le texte et elle dit le texte, Yann Hugo a fait les paroles, et évidemment, a fait les images, et les paroles sont faites ensemble de la musique. Mais oui, j'avais pas fait ce rapprochement de vous dites, mais vous avez raison, c'est troublant. De même que se trouvent réunis voilà, les antipodes, l'arrivée du train en gare de La Ciotat et l'étude au Schweinfurt de Schaeffer. C'est là que ça paraît tellement évident pour le coup qu'il y a un lien entre ces deux arts technologiques et qu'ils se répondent d'une façon souterraine. Et que c'est ce côté un peu souterrain-là qui m'a vraiment intéressé, qui m'a passionné. Qui est-ce qui a bossé sur les oiseaux d'Hitchcock? Alors c'est Oscar Sala en fait, qui a fait les oiseaux. Ouais, qui est un musicien. Alors là pareil, c'est une histoire assez étonnante l'histoire des oiseaux, parce qu'en réalité juste avant, Hitchcock avait fait Psycho, et avec Psycho, Bernard Herrmann il avait fait un sacré entourloupe parce que la musique était devenue tellement plus importante, enfin la musique de la douche est devenue tellement plus importante que les images à la limite que Hitchcock en a voulu à Herrmann. Et pour se venger, dans les oiseaux, c'est Herrmann qui est responsable et superviseur de toute la bande-son, mais en fait il n'y a pas de note de musique, c'est que des sons électroniques qui sont réalisés par Oscar Sala pour... Donc c'est la punition d'Hitchcock vis-à-vis d'Herrmann pour avoir fait une musique trop bien pour Psychose. C'était de juste le cantonner à tu vas superviser la musique d'Oscar Sala, mais c'est tout. Mais bon, c'est intéressant cette histoire de musique de film, parce que souvent quand je pose la question aussi de la musique que les gens préfèrent, enfin, les gens disent ah, la musique de film, je ferais toujours pour exemple 2001 Odyssée de l'espace. En disant c'est la musique de film que je préfère, c'est la... Et en même temps, il n'y a pas plus anti-musique de film que 2001, et en même temps ce film est très très important dans l'histoire de la musique de film, parce que justement il renie la musique de film. Il y a une musique originale prévue par Alex North, et puis Kubrick voulait absolument ces musiques référentielles, qui sont très importantes, hein. Elles sont même beaucoup plus importantes que les musiques que North aurait pu faire pour ce film. Sauf que voilà, c'est la négation même de la musique de film, puisqu'il utilise la musique de Richard Strauss, de Johann Strauss, de Ligeti, et de musique classique, enfin classique, de répertoire écrit, mais presque pas de la musique de film. Le travail sur le son est juste absolument génial aussi, le fait de prendre en compte. C'est génial, dans 2001, c'est le premier, en fait, il tue le boulot du designer sonore, parce que c'est le premier qui prend en compte le fait que dans l'espace, il n'y a pas d'air, et donc il n'y a pas de son. Et donc les vaisseaux spatiaux, ils se baladent sans aucun bruit. Alors que dans Star Wars, 7 ans plus tard, enfin 10 ans plus tard, c'est l'inverse complet, quoi. Les vaisseaux ils sont absolument incroyables, alors qu'en réalité, ça fait pas de bruit du tout, il n'y a pas de molécules d'air dans l'espace, donc il n'y a pas de son. Mais bon, dans des déplaise à toute une génération de designers sonores, il faut quand même qu'on mette en conjonction les choses qu'on voit et qu'on entend. Mais on en a la résonance électromagnétique. Donc après, c'est des questions de transposition. Mais si, parce qu'on entend le son de Jupiter, mais c'est des fréquences radio en fait qu'on entend. Et qu'on transpose dans le spectre audible pour nous permettre de les entendre. Mais effectivement, dans l'espace, on n'entend rien. C'est le vide absolu, c'est le silence complet. C'est Cage, la pièce de 4033, prend vraiment tout son sens dans l'espace. Pourtant, il y a plein de gens Qui écoutent. Ah oui, mais moi d'ailleurs je fais partie du SETI, le Search for Extraterrestrial Intelligence, c'est-à-dire mon ordinateur, quand je suis branché sur internet comme tout de suite et sur une prise de courant, ausculte les fréquences radio pour voir s'il n'y a pas des communications extraterrestres. Donc effectivement on ausculte tout le temps l'univers. Et on entend, alors après ce qu'on entend c'est des résonances plus électromagnétiques d'une planète, mais c'est pas le son de la planète ne chante pas, il ne faut pas le dire, mais c'est des gammes de fréquences voilà, qu'on ausculte, parce qu'évidemment on cherche à capter l'intelligence extraterrestre. D'ailleurs, à la NSA, ils ont des kilomètres et des centaines de bandes d'enregistrement captés, on ne sait pas d'où ça vient. Alors ce qu'on pense, c'est qu'en fait, comme on envoie les ondes radio, elles partent de la Terre aussi, mais elles vont se ricocher, elles vont se cogner sur ce qu'on appelle la barrière de Kuiper, ce qui est une barrière d'astéroïdes ou un truc comme ça. Ça renvoie les ondes. Donc en fait, quand on écoute des ondes radio, des phénomènes EVP, de voix électronique et tout le bazar, en fait, on pense que ça peut être aussi des ricochets d'ondes radio qui sont partis de la Terre, qui se heurtent sur des corps célestes et qui reviennent, alors des années beaucoup plus tard, parce que le temps que ça met à partir et à revenir, donc du coup on entend la radio des années 50 en auscultant les gammes de fréquences à 600, 700 MHz, parce que ça ricoche aussi, donc on n'est plus sur les mêmes gammes de fréquences. Et tous les phénomènes de voix électronique, VP, de voix de fantôme, soi-disant de transit de gens entre la vie et la mort, c'est ces phénomènes, je pense, de ricochet d'ondes radio qui reviennent après sur la Terre, et qu'on entend avec un décalage temporel. Donc c'est rigolo ça aussi.
Bon, c'est encore toute une histoire après. Mais voilà. Après, il faut s'inscrire à l'école des Beaux-Arts du Mans, design sonore. Moi, je raconte cette histoire-là tous les jours à mes étudiants. Enfin voilà, j'ai plongé dans tous ces phénomènes. Et voilà, d'autres questions? Enfin, ils peuvent toujours aller te voir après. Oui. Donc, merci Philippe. Merci Madame Graffet.